Alors, j'ai décidé de faire un enregistrement pour le chapitre 11, qui est le dernier du cours de gestion des opérations. Donc, le chapitre 11 porte sur la chaîne d'approvisionnement et on dit que c'est une activité complexe. Alors, c'est vrai que la chaîne d'approvisionnement est une activité complexe, mais dans le cadre du cours, ce qu'on a à apprendre là-dessus, c'est relativement simple et essentiellement théorique. Donc, on a des choses à se souvenir, on a des choses à comprendre et ça s'arrête pas mal là. Même si c'est théorique, c'est important pour l'examen qui s'en vient. Alors, la première chose qu'on a à se souvenir, c'est la chaîne d'approvisionnement, qu'est-ce que c'est et quel est le contexte général. Alors, le concept de chaîne d'approvisionnement existe depuis environ une vingtaine d'années à peu près. Et ce sont des grandes entreprises comme Motorola, comme Xerox ou comme Bombardier, ce type d'entreprises-là, qui sont grosses, qui utilisent beaucoup de fournisseurs et qui ont de l'argent. Ils ont de l'argent pour s'améliorer. Et ces entreprises-là, depuis, je dirais quasiment toujours, investissent dans leur amélioration, dans la qualité, dans la productivité, pour être une entreprise meilleure. Et là, il y a environ 20 ans, ils se sont aperçus que, coudonc, comment se fait-il qu'on travaille super fort pour s'améliorer, mais que notre produit, à un moment donné, il n'est pas meilleur qu'avant? Comment ça se fait qu'on investit beaucoup d'argent dans notre performance et que finalement, en bout de compte, on n'est pas vraiment meilleur qu'avant? Ils se sont aperçus qu'ils font partie d'un groupe qu'on appelle une chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire que lorsqu'on livre un produit au client, nous avons intervenu évidemment, mais il y a toute la chaîne d'approvisionnement qui a intervenu. Notre fournisseur, le fournisseur du fournisseur, le fournisseur du fournisseur du fournisseur, etc. Ça peut être très vaste, la chaîne d'approvisionnement. Donc, ce n'est plus aujourd'hui Bombardier Aéronautique qui fabrique des avions d'affaires, qui est en concurrence avec Embraer, une compagnie brésilienne qui fabrique aussi des avions d'affaires. C'est plus ces deux entreprises-là qui sont en concurrence. Ce sont les chaînes d'approvisionnement de ces entreprises-là. Ce sont des centaines, voire des milliers d'entreprises qui se concurrencent entre elles, chacune à l'intérieur de leur chaîne d'approvisionnement. Dans ces deux chaînes d'approvisionnement, il y a des entreprises qui font partie seulement d'une seule chaîne et, étrangement, il y a des entreprises qui font partie des deux chaînes d'approvisionnement. C'est intéressant. Et c'est comme ça aujourd'hui la concurrence. La concurrence fait en sorte que les chaînes d'approvisionnement s'entrechoquent comme ça. Pourquoi? Pour ajouter de la valeur, pour ajouter le maximum de profit à l'entreprise. Il y a des tendances. Il y a des tendances qu'on appelle ici les tendances fortes à la diapositive 4. Pour fabriquer un produit, il y a de plus en plus d'activités qui sont requises. Il y a de plus en plus d'acteurs qui sont requis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus maintenant des entreprises qui fabriquent tout au complet. Les entreprises se spécialisent. Pour fabriquer un ordinateur portable, vous avez le fabricant de piles qui fabrique juste la pile. Vous avez le fabricant de mémoire qui fabrique juste la mémoire. Le fabricant d'écran qui fabrique juste l'écran. Le fabricant du disque dur qui fabrique juste le disque dur. Ils sont spécialisés. Alors, à ce moment-là, ça multiplie le nombre d'acteurs parce que l'entreprise comme Dell ou comme Lenovo ne fabrique pas un ordinateur au complet. C'est pas vrai. Ils assemblent des pièces qui ont été fabriquées par un paquet de fournisseurs, un peu comme dans l'automobile. Vous savez que le Canada est un fabricant d'automobiles important. Est-ce qu'on fabrique vraiment les automobiles au Canada? On a des usines, en effet. Surtout, en fait, des usines concentrées en Ontario. Comme on dit, croyez-moi pas, le Canada n'est pas un fabricant d'automobiles. Les usines canadiennes, ce ne sont pas des usines de fabrication d'automobiles, ce sont des usines d'assemblage d'automobiles. Les pièces sont fabriquées par
différentes autres entreprises qui viennent du Canada et qui viennent aussi de partout sur la planète. Donc, une automobile est faite en collaboration avec des centaines, voire même des milliers d'autres entreprises. Puis ça va loin, là, la chaîne d'approvisionnement. Ça va très, très loin. Une automobile qui utilise des sièges en cuir, ben, sa chaîne d'approvisionnement va jusqu'à l'agriculteur, va jusqu'à l'éleveur de bovins. Parce que le cuir, il faut le prendre en quelque part, là. Le cuir, c'est quoi? Le cuir, c'est de la peau de vache. Donc, dans la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise automobile qui a des sièges en cuir, il y a l'entreprise à l'autre bout complètement de la chaîne qui élève des vaches pour le cuir. Et autour de cette entreprise-là, il y a toutes sortes de monde insoupçonnés qui font finalement partie de la chaîne d'approvisionnement de l'automobile, comme le fabricant de moulets, comme la personne qui va fournir la clôture, qui va entourer le champ pour mettre les vaches, fait elle aussi partie de la chaîne d'approvisionnement d'automobile. Bon, est-ce que c'est un élément important de la chaîne, la personne qui pose la clôture ou l'entreprise qui pose la clôture dans l'enclos des vaches? Non. Mais elle fait quand même partie de la chaîne d'approvisionnement. Alors, étant donné que la chaîne d'approvisionnement est aujourd'hui internationale, on le voit aussi, on est dans un marché mondialisé, mais les activités logistiques sont de plus en plus complexes. Lorsque vous entendez activité logistique, vous devriez penser immédiatement à transport, stockage. Ça devrait être ça. Logistique, transport, stockage. Donc, étant donné qu'on achète des pièces qui viennent de partout sur la planète, il faut les transporter. Il faut les stocker en quelque part dans le chemin. À ce moment-là, les activités logistiques deviennent extrêmement importantes et beaucoup plus complexes. Donc, 3 tendances. Il y a plus d'activités à fabriquer un produit parce que les produits sont de plus en plus compliqués. Il y a plus d'acteurs impliqués, plus d'entreprises impliquées dans la fabrication d'un produit parce que les entreprises se spécialisent. Et comme les entreprises se spécialisent, la spécialisation n'est pas nécessairement locale, elle est souvent mondiale. Alors, comme la spécialisation est mondiale, il y a de plus en plus d'activités logistiques qui sont présentes dans les entreprises. Avant, tu transportais de chez toi vers l'entreprise en face de la rue. Là, maintenant, c'est pas ça, là. Il y a plein de produits qu'on a ici qui viennent de Chine, du Pakistan, de Bangladesh, de l'Europe, d'un peu partout en Afrique, d'un peu partout en Amérique du Sud. Ça commence à être compliqué là, pour la logistique. À la diapositive 5, on a un exemple de chaîne d'approvisionnement, ce qu'on peut aussi appeler chaîne de valeur. Donc, on a ici des étapes pour transformer un produit, pour fabriquer un service. Et on a ici des entreprises qui interviennent à travers les étapes. Donc, par exemple, cette entreprise-là ici intervient dans notre entreprise à l'étape de recherche et développement et intervient aussi à l'étape d'ingénierie. Donc, c'est un sous-traitant qui intervient à 2 étapes dans notre entreprise. Mais lui-même, il y a un fournisseur ici qui intervient à 2 autres étapes de son entreprise, etc. Donc, la chaîne d'approvisionnement peut être extrêmement complexe. C'est pour ça que je disais tantôt, il y a nos fournisseurs, il y a les fournisseurs de nos fournisseurs, puis il y a les fournisseurs du fournisseur du fournisseur. Et dans la chaîne d'approvisionnement de l'automobile, il y a juste que la vache qui est dans le champ qui va fournir le cuir pour notre siège. Cette vache-là a été soignée par un vétérinaire. Cette vache-là est dans un enclos où une entreprise a posé une clôture. Cette vache-là, il y a peut-être des inspecteurs du gouvernement qui sont venus la voir. Tout ce monde-là font partie de la chaîne d'approvisionnement de l'automobile, aussi surprenant que cela puisse paraître. Pensez à toutes les matières qui rentrent dans un auto. D'où ils viennent ces matières-là? Ça fait toute partie de la chaîne d'approvisionnement, de la chaîne logistique. La diapositive suivante démontre que il peut y avoir plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers d'entreprises là, qui interviennent dans une chaîne d'approvisionnement complexe. Et c'est comme ça. C'est comme ça aujourd'hui, c'est une tendance lourde. Alors lorsqu'on parle d'intervenants ou d'acteurs dans
la chaîne d'approvisionnement, on peut parler évidemment des clients. Qui sont des acteurs importants de la chaîne d'approvisionnement. Sans les clients qui achètent et qui fournissent l'argent à l'ensemble de la chaîne n'a pas vraiment lieu d'être. Il y a les institutions financières qui sont aussi partie prenante de la chaîne d'approvisionnement. Sans les institutions financières, encore une fois, pas grand-chose qui peuvent avancer dans notre société. C'est eux autres qui fournissent le financement pour mettre de l'eau au moulin, pour que l'entreprise puisse fonctionner. On parlait de logistique tantôt. Alors, tout ce qui est entrepôt ou centre de distribution, local, national ou international, font partie de la chaîne d'approvisionnement. Ce sont des acteurs qui interviennent. Évidemment, tous les fournisseurs locaux, internationaux, même chose, sont aussi des acteurs qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement. Tout ce qui est logistique, on a parlé tantôt d'entrepôt, ça fait partie de la logistique, mais tout ce qui est transport. Est-ce que vous imaginez de tous les intervenants en transport qui se sont fait aller pour que le crayon que vous tenez dans les mains en ce moment puisse se rendre à votre main? Ce crayon-là, il part de vraiment loin, là. Pour qu'il arrive dans votre main, il y a un paquet d'intervenants logistiques qui sont intervenus pour faire en sorte qu'il soit aujourd'hui dans votre main. Et il y a toutes sortes de services de support qui agissent autour des entreprises, par exemple, pour le dédouanement des produits, pour l'inspection des produits. Et tout ce beau monde-là participe à la chaîne d'approvisionnement. Les choses ont changé. Les choses ont changé, je pense qu'il n'y a rien de surprenant, puis c'est pas nouveau, puis les choses vont continuer à changer. Alors, si on compare une entreprise classique, qu'on va appeler le mode entreprise, avec une entreprise en mode de la chaîne d'approvisionnement, qu'est-ce qui est différent entre les deux? On l'a dit tantôt, une entreprise comme Motorola ou Bombardier ne pense plus seulement à elle aujourd'hui. Elle va penser à ses fournisseurs. Elle va penser aux fournisseurs de ses fournisseurs pour que ceux-ci soient bons. Parce que tu ne sais pas lequel de tes fournisseurs ou lequel des fournisseurs du fournisseur va avoir un impact négatif chez ton client. Avez-vous entendu parler des piles des ordinateurs Dell qui prenaient en feu il y a environ 5-6 ans à peu près? Je ne me souviens plus de la date exacte, il faudrait le chercher. Est-ce que c'est Dell qui fabriquait les piles? Ben non, c'est pas Dell qui fabriquait les piles. Est-ce que vous savez qui fabriquait les piles? Non, vous ne le savez pas. Pourquoi? Parce que si la pile de ton ordinateur Dell prend en feu, ben c'est Dell qui est responsable. Et c'est Dell qui prend le coup. Et le fournisseur, son nom, il n'est pas marqué sur la pile quand tu achètes un ordinateur Dell. Sur la pile, c'est marqué Dell Computer. Alors toi, tu dis, la pile prend feu, c'est Dell qui est responsable. Ben savez-vous qui fabriquait les piles pour Dell? C'était une entreprise très connue du nom de Sony. Sony fait donc partie de la chaîne d'approvisionnement de Dell. Sony, on les connaît pour les produits électroniques là, en vente chez les détaillants, mais Sony, c'est bien plus que ça. Ils font toutes sortes de pièces pour les ordinateurs. Donc, c'est ça, une entreprise en mode chaîne d'approvisionnement, c'est une entreprise qui va s'occuper de sa performance, mais aussi de la performance de sa chaîne. Alors, première caractéristique, la coopération dans la chaîne d'approvisionnement. En mode chaîne d'approvisionnement, les gens vont dire, on coopère avec notre chaîne. On demande au fournisseur, qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider moi? Est-ce que tu peux me proposer une amélioration qui va aider le produit que je vends au client? Tandis qu'en mode entreprise, on va mettre les fournisseurs en compétition. On va dire, regarde, là, moi je prends le meilleur, je prends le moins cher. C'est le moins cher qui va gagner. C'est bon, bien sûr, ça permet de réduire les coûts. Est-ce que ça permet de vraiment améliorer ton produit? Est-ce que ça permet d'améliorer la performance de ton produit? Si ce n'est pas toi qui as pensé en mode entreprise de fournisseur, il ne t'aidera pas là, à faire ça. Donc, en mode d'approvisionnement, on pense à la coopération. On pense à la collaboration. Collaboration dans le sens qu'on est vraiment conscient qu'on est là pour travailler ensemble. Pourquoi? Parce qu'on est interdépendants.
Tu sais, Dell là, dépend de Sony pour ses piles. Dell est pas capable de fabriquer une pile. Dell est même pas capable de concevoir une pile d'ordinateur. Donc Dell est complètement dépendant de son fournisseur Sony. Sony aussi est dépendant de son fournisseur Dell. Combien ils en vendent des piles à leur ami Dell? Un méchant paquet, là. Si Dell change d'idée, Sony va en souffrir. Donc, en mode chaîne d'approvisionnement, les deux sont indépendants. Les deux doivent réfléchir à comment on travaille ensemble pour s'améliorer. Évidemment, si on veut travailler ensemble pour s'améliorer, il faut penser à des relations à long terme. Parce que si tu veux collaborer, tu ne collabores pas avec quelqu'un ou avec une entreprise qui pense seulement à court terme et qui peut te jeter dehors demain matin comme un malpropre. Hein? Si tu travailles dans une entreprise et que tu n'es pas sûr que dans 6 mois tu vas être encore là, tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas penser à des gros projets pour l'entreprise? Est-ce que tu vas penser à des nouvelles idées pour l'entreprise? Ben non, tu ne penseras pas à ça. Tu vas juste penser à te trouver un autre job pour aller ailleurs où il y a plus de stabilité. Mais dans les entreprises, c'est la même chose. Si tu penses à court terme, comme dans le mode classique entreprise, ben, tu ne développes pas avec tes fournisseurs. Parce que tes fournisseurs, ils ne savent pas si demain tu vas encore les choisir. Mais c'est une relation à long terme. Ah, là, c'est pas pareil. Ça change la façon de penser. Ça change la façon de travailler. Ça change la façon de travailler dans le sens qu'on va échanger de l'information, dans le sens qu'on va diffuser des connaissances. Donc, on va partager. On va partager de l'information, on va partager des connaissances. Il y a des entreprises comme Bombardier qui envoient leurs ingénieurs chez leurs fournisseurs pour améliorer les fournisseurs. Pensez-y, là. Tu envoies tes ingénieurs chez tes fournisseurs dans une entreprise qui n'est pas toi. Parce que tu es conscient que si ton fournisseur s'améliore, au bout du compte, c'est toi qui vas s'améliorer. Incroyable, hein? Ben, c'est ça, travailler en mode chaîne d'approvisionnement. Tu travailles évidemment pour avoir mieux chez ton client, mais tu travailles avec les autres. Donc on dit ici, on va avoir un bénéfice qui est global. Bien sûr individuel pour voir la performance de notre entreprise, mais global. C'est la chaîne d'approvisionnement qui concurrence avec une autre chaîne d'approvisionnement. Donc, on aimerait bien avoir des objectifs globaux à l'intérieur de celle-ci. Aujourd'hui, on est tous liés sur la planète. Vous le savez très bien, s'il y a un truc qui se passe en quelque part, on est influencé chez nous. Il y a quelques exemples ici. Là. S'il y a une sécheresse aux États-Unis, ça peut provoquer un impact sur le prix du porc. Il y a un tsunami au Japon, ben, il peut y avoir des pièces de différents fournisseurs qui sont en pénurie à travers la planète. Chaque jour, sans le savoir, on est influencé par ce qui se passe ailleurs. Alors, regardez en ce moment le prix de l'essence. Le prix du pétrole baisse, on est influencé par ça. Et beaucoup plus que vous le pensez. Par exemple, le prix du pétrole, le prix du baril de pétrole baisse. Le fait que le baril de pétrole baisse fait en sorte que les producteurs de sable bitumineux en Alberta sont moins rentables, voire même qu'ils arrêtent leur production parce que ça ne vaut plus la peine de produire. Le fait que les sables bitumineux en Alberta sont moins rentables fait en sorte que l'Alberta est maintenant une province qui est déficitaire. Le fait que l'Alberta est une province qui est déficitaire fait en sorte qu'il y a moins d'argent qui rentre dans les coffres albertains, dans les coffres du gouvernement albertain. Le fait qu'il y ait moins d'argent qui rentre dans les coffres du gouvernement albertain fait en sorte qu'il y a moins de paiements de transfert de l'Alberta qui s'en va vers le Canada. Le fait qu'il y ait moins d'argent, moins de transfert d'argent entre l'Alberta et le Canada fait en sorte qu'au Québec, on a moins de péréquation qui nous vient du Canada.
Le fait qu'on ait moins de péréquations qui nous viennent du Canada fait en sorte qu'on a des problèmes budgétaires et qu'on est obligé d'entrer dans un ère d'austérité qui a une influence dans les hôpitaux, qui a une influence dans les écoles de la province de Québec. Toute cette chaîne de perturbations vient du fait que certains pays producteurs de pétrole ne veulent pas baisser leur production. Donc, les prix baissent. Vous voyez, c'est un effet domino dont on fait partie prenante. C'est un effet domino, un effet dans une chaîne d'approvisionnement qui se rend jusqu'à nous. Alors, les gens disent, ouais, mais le prix du pétrole, c'est bon, ça baisse les prix à la pompe. Ben, pas tant que ça, comme vous avez regardé. Hein. Le prix du baril de pétrole a baissé de 50% depuis 1 an et quelques. Est-ce que le prix du litre d'essence à Montréal a baissé de 50%? Ben non. Mais par contre, le fait que le baril de pétrole baisse, dans la chaîne d'événements que je viens de vous expliquer, fait en sorte qu'on a moins d'argent pour nos hôpitaux et nos écoles au Québec. Alors, c'est ça, une chaîne d'approvisionnement. On est influencé par ce qui se passe ailleurs. Dans une chaîne d'approvisionnement, il y a différents flux. Des flux, c'est des choses qui se déplacent. Il y a évidemment le flux de produits et de services. Alors ça, c'est le système de transformation. On a déjà vu ça là, bien avant l'intro, quand on a parlé du FIRTEC. Donc, il y a le produit ou le service qui bouge à l'intérieur de la chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est ce qu'il y a de plus évident. Là. Il y a une pièce physique qui se promène dans la chaîne d'approvisionnement. Mais il n'y a pas juste ça qui se déplace dans la chaîne d'approvisionnement. Il y a aussi l'information. L'information vient avant le produit. Parce que avant de fabriquer un produit puis de l'envoyer dans la chaîne d'approvisionnement, il faut d'abord savoir ce qu'on a à faire. Donc, l'information démarre. Par exemple, on fait une commande, ensuite le produit est fabriqué. Le produit est fabriqué, il se déplace, il est donc expédié, et ensuite, il y a un flux monétaire. Donc, il y a quelqu'un qui paye quelqu'un d'autre. Donc, dans l'ordre, il y a le flux d'information qui est avant le produit, aussi après, qui détermine qu'est-ce qu'on a à faire, en quelle quantité, quand. Le flux de produit s'active, il se déplace vers la personne qui a commandé le produit, puis ensuite, il y a un flux monétaire qui fait en sorte que le produit sera payé au fournisseur. Donc, il y a 3 flux à l'intérieur d'une chaîne d'approvisionnement. Un flux produit-service, produit quand on fabrique un produit, puis service quand on crée un service, donc flux produit-service. Un flux d'information, où c'est des données qui se promènent pour savoir qu'est-ce qu'on veut et quand le produit sera fait, qu'est-ce qui a été fait. Et finalement, un flux monétaire qui fait en sorte que les gens seront payés dans la chaîne d'approvisionnement. Alors, lorsqu'on parle de chaîne d'approvisionnement, il y a des entreprises immenses. Là. Par exemple, ici à la diapositive 11, on voit le top 25 des chaînes d'approvisionnement de la planète en 2014. La première, c'est AMPA. Imaginez-vous combien de fournisseurs doivent être utilisés pour fabriquer un simple téléphone cellulaire AMPA. Des centaines, voire même des milliers. Là. Des milliers. Il y a des gens qui triment dans des mines en Afrique pour que le téléphone cellulaire que vous avez dans la main puisse fonctionner. McDonald's, c'est pareil. Hein? Il y a combien d'intervenants dans la chaîne de McDonald's à travers la planète? Des milliers. Là. Ça va de la firme qui s'occupe de la publicité jusqu'à l'agriculteur qui cultive des patates qui va se retrouver dans la frite que vous allez manger chez McDonald's. Et c'est la même chose pour n'importe quelle grosse compagnie. J'ai parlé de Lenovo tantôt, j'ai parlé d'entreprises automobiles qui ont des chaînes d'approvisionnement qui sont juste immenses. Donc ceci, la première section là, du chapitre numéro 11 qui portait sur la chaîne d'approvisionnement. Dans le prochain vidéo, je vais donner plus de détails sur comment ça fonctionne à l'intérieur de cette chaîne.